Samedi à 15h15 sur Public Sénat. François Bayrou, le président du MoDem, le mouvement démocrate, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. François Hollande a épuisé son crédit auprès de vous. Du coup, vous revoilà à la tête d'un vaste chantier, la reconstitution de la famille du centre avec Jean-Louis Borloo. Vous nous donnerez certainement au cours de cette émission la date du mariage en approche. Le constat vous paraîtra cruel par ailleurs, François Bayrou. C'est Marine Le Pen qui a réussi à faire exploser la bipolarisation en France en imposant, en tous les cas c'est ce que disent les sondages, le Front National comme premier parti de France, à vérifier bien sûr lors des prochains scrutins, les municipales et surtout les élections européennes. Avec moi ce soir, Raphaël Hermano de l'agence France Presse, notre partenaire avec Dailymotion, et puis Perrine Tarnot bien sûr de Public Sénat pour la troisième partie de l'émission. Vos critiques se font acerbes, François Bayrou, contre la politique engagée maintenant depuis 18 mois. Est-ce que vous avez atteint un point de non-retour après avoir voté pour François Hollande? J'ai fait crédit à François Hollande pendant 18 mois en pensant qu'il tiendrait les promesses qu'il avait faites, parce que ce sont ces phrases, ces mots, la politique économique au service de l'entreprise, la politique de l'offre, le retour à l'équilibre, le fait qu'en 2013, les finances publiques retomberaient au-dessous de 3%, et le fait qu'il allait entreprendre la moralisation de la vie. Ces chantiers sont engagés. Non. Non. Les chantiers ne sont pas engagés. Les réformes promises ne sont pas au rendez-vous. Il n'est que de voir. On a voté cet après-midi la réforme des retraites. Qui peut soutenir qu'il y a une réforme des retraites en France? L'allongement de la durée de cotisation est un facteur, ne sera pas suffisant pour 2035. pour les générations. C'est à peu près ça. Alors que tout le monde attendait qu'on ait une vraie décision de rebâtir un système des retraites qui soit juste, égalitaire et assuré dans le long terme. Alors vous parlez des retraites, donc, on parle aussi du budget, puisque la conversation, le débat arrive également à l'Assemblée nationale. Oui, vous avez raison de dire la conversation, je trouve que c'est un... Vous ne voyez qu'incohérence dans la politique suivie, mais quand même, regardons les chiffres qui apparaissent lors des débats. 10 milliards de ponctions supplémentaires sur les ménages, 10 milliards d'allègements sur les entreprises. Là, il y a manifestement une cohérence, le cap économique, il est fixé. C'est la politique de l'offre, de la production, c'est ce que vous auriez fait. Non, j'aurais pas du tout agi comme ça. Sur les ménages, 15 milliards de ponctions supplémentaires. On ne peut pas prétendre que ce soit aller dans le sens que les Français souhaitent et que on leur avait dit. Alors, je vais vous dire, non. Je vais vous dire ce qu'est ma divergence fondamentale avec François Hollande. Oui. Pour moi, il est impossible de faire des économies si on ne fait pas des réformes de fond. C'est pas en essayant de couper ici ou là des petits millimètres de dépenses publiques, voire quelques millions ici ou là, que vous arriverez à faire les économies qui se comptent en dizaines de milliards. Vous ne pouvez arriver à ces économies-là que si vous avez reconstruit une action publique qui doit être à la fois moins onéreuse et, permettez-moi de vous demander d'écouter bien la deuxième moitié de cette phrase, et plus efficace. Oui. Parce que ce qui est très frappant quand on regarde l'action publique de notre pays, à la fois État, collectivité locale, Sécu, c'est qu'elle est très chère et très peu efficace, ou en tout cas moins efficace qu'on ne pourrait l'espérer. C'est une réforme fondamentale qui ne se fait pas dans un claquement de doigts. Oui, mais il n'y a eu ni commencement, ni projection de l'avenir. Il n'y a pas eu de plan d'architecte. Quand on reconstruit une maison, on fait un plan d'architecte. Rien de tout ça. Au contraire, on accroît encore tous les défauts du système. Je vais citer un exemple qui tient à la maison où vous êtes, c'est-à-dire au Sénat et donc aux collectivités locales.
Une des rares choses que j'approuvais vraiment dans le gouvernement précédent, c'était l'idée qu'on allait simplifier les collectivités locales, départements et régions en particulier, en ayant un seul type d'élu pour les deux assemblées. Vous vous souvenez que c'est l'idée que j'avais proposée dès 2002 et qui avait été peu à peu reprise par le gouvernement précédent. Or, qu'a-t-on fait ? Eh bien, on a supprimé cette simplification pour revenir à encore un peu plus de complexité dans un système qui coûte de plus en plus cher et qui est de moins en moins lisible par le citoyen. J'entends toutes vos critiques, François Bayrou. Maintenant, vous pouvez répondre à la question initiale. Est-ce que vous avez atteint un point de non-retour vis-à-vis de François Hollande? Je n'ai de jugement par rapport à l'action des gouvernants qu'en fonction de ce qu'ils font. Si un jour François Hollande ou le gouvernement prend une attitude que je trouverais une attitude positive, je le dirai. Quand il disait je vais faire une politique de l'offre, quand il disait je vais faire une politique de l'offre, je l'ai approuvé. Quand il a dit, prenons un autre exemple. C'est ce qu'il revendique aujourd'hui. Quand il a dit, avec peine, parce que c'est difficile de tenir ce discours-là quand on est de gauche. Eh bien, prenons un autre exemple. Il avait dit au printemps, au mois de mai, je crois, et je l'avais approuvé, qu'il allait mettre en place, proposer immédiatement une vraie intégration politique de la zone euro. Et qu'il y aurait une décision politique qui porterait sur la zone euro ou qui prendrait en compte les intérêts de la zone euro, et je l'ai approuvé de le faire. Est-ce que ça a été fait? Vous qui êtes un observateur attentif. Non. Mais est-ce qu'il vous a dit des choses à vous personnellement qu'il n'a pas tenu par ailleurs dans vos échanges, vos conversations? Jamais. J'y viens dans une seconde. Mais est-ce qu'il a fait quoi que ce soit dans le sens de cette affirmation que je considérais comme une affirmation positive? Rien n'a été fait. On n'a pas déposé un plan sur la table du Conseil européen. On s'est contenté, comme chaque fois, d'une déclaration purement verbale que les Français intéressés par le sujet pouvaient approuver et qui n'a été suivie de rien, d'aucun effet. Le frein majeur, c'est sa majorité présidentielle, il aurait dû vous appeler. Non, les choses auraient été possibles. Figurez-vous que je ne fonctionne pas en termes de marchandage. Alors peut-être je suis minoritaire dans la classe politique française. Mais jamais je ne marchande parce que je trouve que c'est dégradant, c'est dévalorisant. Il y a quelque chose qui ne va pas de ce point de vue-là. Et donc, discuter d'un programme, ça n'est pas marchander. Non, mais c'est pas du tout ce qui a été fait. En revanche, alors il y avait une promesse explicite que François Hollande avait faite quand il m'a écrit entre les deux tours, comme Nicolas Sarkozy m'avait écrit. Cette promesse explicite, c'était qu'il ferait la grande loi de moralisation de la vie publique dont la France avait besoin. Et il avait ajouté quelque chose d'autre qui était que s'il y avait des freins au Parlement, devant le cumul des mandats, devant le financement de la vie publique, devant je ne sais quoi, toutes les opérations nécessaires, alors il irait au référendum du peuple français. Qu'en a-t-il fait ? Alors, rien. Vous l'avez constaté, je ne sais pas si vous avez remarqué, François Bayrou, mais des responsables socialistes, et non des moindres, vous regrettent aujourd'hui. François Rebsamen, le patron des sénateurs socialistes, était à votre place il y a quelques semaines. Il a regretté que des gestes envers vous n'aient pas été faits. Et puis Manuel Valls juge embêtant votre départ de la majorité présidentielle. C'est comme ça que l'Express présente les choses cette semaine. Le ministre de l'Intérieur dit que François Hollande avait plutôt envie de faire des gestes en votre direction. Qu'est-ce que vous répondez? Regret? Non, je pense qu'il y a une erreur de perspective. Je n'ai jamais soutenu ou je n'ai jamais apporté ou donné du crédit à François Hollande en fonction de gestes. Pas besoin de gestes. Je suis un responsable politique qui est à la... Par exemple, il regrette manifestement qu'on ait mis une candidate socialiste en face de vous aux législatives de l'an dernier. C'est trop tard maintenant, évidemment, hein, c'est facile. Mais il regrette de vous voir partir dans l'opposition. Que répondez-vous à Manuel Valls, à Rebsamen ? Il faut que vous ayez une idée en tête. Oui. C'est que je n'ai jamais changé de ligne. J'ai fait crédit en attendant que le gouvernement et le pouvoir accomplissent... Alors vous allez changer de pied, hein, quand même. Hein, laissez-moi. Non, en aucune manière. Ah bon? Et je voudrais que vous, si vous le pouvez, que vous entendiez ce que je vous dis.
j'ai un certain nombre de certitudes sur ce qu'il faut faire pour la France. Les années précédentes étaient des années, à mon avis, d'inquiétants glissements, dérives, et je pensais que François Hollande allait respecter les engagements qu'il avait pris. Je pensais même qu'il avait, sur ce sujet, des atouts particuliers que les autres n'avaient pas. D'abord, parce qu'il était plus en phase avec le monde syndical, par exemple. Il pouvait proposer des réformes plus ambitieuses. Et puis c'était un pouvoir nouveau après beaucoup d'années de difficultés. Je pensais qu'il avait des atouts. Il a grillé ses atouts. Et ses atouts, à mon avis, il ne les a pas joués. Alors vous demandez pourquoi? C'est intéressant comme question. Oui. Je pense parce qu'il a les yeux trop fixés sur sa majorité. Je pense que ce qui l'intéresse, ce qu'il a en tête, ce qui le hante ou le perturbe, ce sont les états d'âme des courants du parti qui le soutient et des alliés du parti qui le soutient et des satellites du parti qui le soutient. Et je pense que c'est une erreur de conception de la fonction présidentielle. Peut-il tout faire voler en éclats? Non mais écoutez-moi bien. Oui. Il est président de la République. Il n'est pas Premier ministre. Il n'est pas Premier ministre. C'est le Premier ministre qui s'occupe de la majorité. D'accord. Dans les institutions de la Ve République, le chef de la majorité, c'est le Premier ministre. Et toujours dans les institutions de la Ve République, l'homme qui s'occupe du pays et pas du parti, des enjeux du pays, pas de la communication, mais du fond, c'est le président de la République. Et pour moi, il n'est pas, il n'a pas pris à bras le corps la responsabilité présidentielle comme il aurait dû le faire, avec cette vision qui est celle qui s'impose lorsque le peuple vous a donné sa confiance. Alors le peuple, justement, vous avez vu, nouveau record d'impopularité pour le chef de l'État, 24% d'opinion favorable selon Ipsos seulement. Est-ce que cela pose la question de la légitimité de l'exécutif, question que pose par exemple l'UMP, Christian Jacob? Non. Je trouve ridicule les accusations réciproques de l'UMP et du PS sur vous êtes responsable de Marine Le Pen, disent les uns, ou bien vous avez perdu toute légitimité, disent les autres. Ces espèces un seuil critique, comme le dit Bruno Le Maire, en dessous duquel ça devient difficile de gouverner et encore plus de réformer. Il y a un seuil critique au-dessous duquel il est très difficile de gouverner. Ça n'est pas une raison pour faire un procès en légitimité, parce que, évidemment, ça n'a aucun sens. Je vais vous dire ce que je pense de l'impopularité. Pour moi, qui baissait aussi d'ailleurs dans les sondages, vous avez vu. Changement de pied, là, peut-être aussi. Pour le chef de l'État, pour moi, l'impopularité, ça n'a aucune importance si on fait des choses qui comptent. Il arrive que des gouvernants doivent assumer l'impopularité s'ils font pour leur pays ce qui doit être fait. Des choses importantes, lourdes, qui probablement dérangent, mais ils le font. Mais l'impopularité, quand on ne fait pas ce qu'il faut faire, alors ça, c'est très embêtant. Et ça empêche de pouvoir entrer dans l'action politique la plus profonde, celle qui, pour l'instant, n'est pas conduite. Alors on va parler du centre et de l'extrême droite également, vous l'avez évoqué d'un mot, François Bayrou, avec Raphaël Hermano de l'agence France-Presse qui va nous rejoindre. L'élection de Brignoles marque en effet l'avènement apparemment du tripartisme, c'est en tous les cas ce que dit le socialiste Jean-Christophe Cambadélis, et c'est vous, faut-il le rappeler, qui poursuiviez ce but, mettre fin au bipartisme. Eh bien, Marine Le Pen semble y parvenir. Sophie Normand. Ni droite, ni gauche. François Bayrou voulait faire éclater le bipartisme et se poser en troisième homme. Mais voilà que Marine Le Pen vient lui ravir la place. En témoigne la victoire du Front National à Brignoles dimanche dernier. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement la victoire électorale du Front National, c'est que le Front National s'est mis au centre de la vie politique française et qu'il va être l'enjeu des prochaines élections. Tripartisme, le mot est lâché. Marine Le Pen s'insère peu à peu dans le clivage gauche-droite et évince François Bayrou de l'échiquier politique. En politique, on n'hérite jamais de rien. Les places qu'on a, c'est celles qu'on prend.
Et François Bayrou a perdu la sienne. À gauche comme à droite, de Manuel Valls à François Fillon, le FN est devenu une obsession selon le mot de sa présidente. Marine Le Pen, qui peut s'appuyer sur un parti solide là où François Bayrou a échoué. Son capital politique, c'est uniquement la notoriété qu'il avait acquise à la fois en tant qu'ancien candidat du centre à l'élection présidentielle en 2002 et d'autre part sa critique du sarkozysme. Une seule solution pour faire éclater le bipartisme, la prochaine élection présidentielle. François Bayrou aura-t-il l'audace de se présenter une nouvelle fois? Réponse dans 4 ans. Voilà, Raphaël Hermano est avec nous. Raphaël, bonsoir. Vos questions à François Bayrou. Alors François Bayrou, bonjour. Fin du tripartisme, Marine Le Pen a réussi là où vous avez échoué? Non, en aucune manière. Ce que je me suis fixé comme but dans la vie politique, c'est que notre pays puisse prendre les décisions qui s'imposent et retrouver par son action propre son indépendance, sa liberté de manœuvre, le rayonnement qui devrait être le sien, la richesse pour ses concitoyens, l'avenir pour ses jeunes et l'emploi. Et si vous me dites que c'est ce que Marine Le Pen apporte à la France, alors permettez-moi de dire... Parmi vos objectifs, il y avait celui de peser face aux deux principaux partis. Vous confondez quelque chose qui est presque navrant, il faut faire attention. Vous confondez les moyens et les fins et les buts. Le but, c'est que notre pays se porte mieux. Pour qu'il se porte mieux, il faut qu'il puisse faire une politique de réforme. Pour qu'il fasse une politique de réforme, il faut qu'il ait une majorité différente de celle qui est la sienne aujourd'hui. Je vais vous dire ça gentiment et avec beaucoup de respect, naturellement, pour l'éminente fonction et les qualités hors du commun qui sont les vôtres comme journaliste. Mais vous êtes, je crois, fasciné par les sondages qu'obtiennent les uns ou les autres. Ça n'est pas la bonne... Moins que d'autres. Hein. Ça n'est pas la bonne... Non, je ne parle pas de vous ici, je parle en général. On voit bien élection après élection, on voit bien élection après élection que le Front National gagne du terrain. Donc la question se pose légitimement de savoir si on arrive vers une situation... Permettez-moi de poser la question différemment, excusez-moi. C'est que la seule question qui se pose, c'est est-ce que ce que vous décrivez est bon pour le pays ou mauvais pour le pays? Ça, c'est vous qui répondez. Non. Non, nous avons à répondre tous en citoyens, vous êtes des citoyens comme les autres. Il y a eu tout un temps où les journalistes éditorialisaient, comme on dit, sur ce genre de sujet. On est là pour vous écouter, vous interroger. Derrière ce que vous dites, on a l'impression que vous jugez au fond que la presse, notamment, parle peut-être trop du Front National. Est-ce que c'est un travers? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a une fascination pour le FN? Non. Sans doute, oui, mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les responsables politiques, eux, en tout cas, ne perdent pas de vue la seule question qui se pose, est-ce que tout ça nous amène à du mieux ou est-ce que tout ça nous amène à du pire? Eh bien, pour moi, la réponse est sans ambiguïté, ça nous amène à de graves accidents. Parce que, pour 2 raisons très, très importantes, la première, vous savez que j'ai eu de longs débats avec Nicolas Sarkozy sur ce sujet. La responsabilité première d'un chef d'État ou d'un homme politique majeur, la responsabilité première, c'est l'unité de son pays, de son peuple. Si il dresse les uns contre les autres, il rend le pire des services à son pays. Là, vous accréditez un peu ce que dit Jean-Marc laissez-moi finir parce que j'avais pas fini. Non, mais quand même, j'ai dit, que vous estimez qu'effectivement, comme le dit Raphaël, l'UMP a sa part de responsabilité dans la poussée du Front National. Tout le monde a sa part de responsabilité. Mais là, vous avez cité l'UMP. Vous avez été très dur pendant la campagne de Nicolas Sarkozy sur la droitisation. J'ai jamais employé le mot droitisation. Non, mais vous avez... Parce que le mot droitisation voudrait dire que la droite, c'est mal. Et je n'ai jamais pensé, moi, que la droite, c'était mal. Car il y a une droite que je considère, et des valeurs de droite, que je considère comme absolument honorables. L'honneur, le sens du travail, le dévouement, le sentiment que, au fond, on est responsable de son propre destin. Pour faire court, le débat sur l'identité nationale, par exemple, vous n'en vouliez pas. Non. Je vous pose la question différemment. Est-ce que l'UMP, petit à petit, a banalisé les idées du Front National? Bon, vous voyez bien qu'il y a une course, hein, que tout le monde va...
combats politiques ont toujours lieu à la frontière entre deux forces. Hein. Et donc, comme le combat est à la frontière, on masse les troupes à la frontière. Et comme on masse les troupes à la frontière, eh bien, on se bat sur les mots mêmes, les idées mêmes qui sont celles de l'adversaire le plus voisin. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a cette emprise. Mais je n'ai jamais employé le mot droitisation. D'accord. Bon. Et donc, je veux simplement revenir à la deuxième partie de la question. Oui. Donc, la première partie, c'était ça, division. Et il y a une deuxième part de responsabilité qui fait que je considère que le Front National conduit non pas à du mieux mais à du pire. C'est que les idées qu'il propage sont des idées mortelles si on se mêlait de les appliquer. Par exemple, la France sort de l'Europe, elle sort de l'euro, elle renvoie, on ne voit pas bien comment les immigrés, elle supprime... Bon, eh bien, tout cela, pour moi, je pense que ça conduit à de graves accidents. Et donc voilà les deux pôles qui font que, pour ma part, je suis en effet en absolue opposition à cette force. Alors ça pose par ailleurs la question du Front républicain. On a vu qu'il avait plus que du plomb dans l'aile à l'occasion de cette élection de Brignoles. Est-ce que vous y êtes toujours favorable ou est-ce qu'il est mort, définitivement enterré? Je ne sais pas ce que c'est, parce que tout le monde annonce semaine après semaine que le Front républicain, c'est fini. L'UMP a dit plus jamais de Front républicain. Il m'a semblé qu'à Brignoles, ils espéraient avoir les voix de gauche, n'est-ce pas? Oui. Bon. Et donc il y avait là comme une contradiction. Il y avait entre certains ténors, il y avait division. Non, il n'y a pas de division. Ce qu'ils voulaient, auraient voulu, ils ont eu beaucoup de voix de gauche. C'est même ce qui a permis la remontée de la candidate. Mais je pense qu'en effet, il y a quelque chose de vrai et qui n'est pas, au moins en termes de message, qui n'est pas un bon message. C'est de dire tous contre le Front National. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tous contre les causes du Front National. Et la première des causes du Front National, c'est l'impuissance dans laquelle les deux majorités successives autour des deux partis principaux successifs s'est trouvée enfermée. L'absence de résultat, comme dit François Hollande. C'est même pas de résultat, c'est l'absence de décision. Si des décisions courageuses avaient été prises, on pourrait parler des résultats. Mais il n'y a eu aucune décision courageuse de prise. Alors, à propos du Front républicain, est-ce injure de vous demander, François Bayrou, ce que vous faites en cas de duel Hollande-Marine Le Pen? Je n'ai aucune intention de me placer dans l'hypothèse d'un duel Hollande-Marine Le Pen que je trouve aujourd'hui très improbable. Ah bon? Vous refusez de répondre? Oui, vous voyez que tous les responsables publics que vous invitez à cette table et qui vous dites... répondent spontanément, eh bien, moi, ce que je souhaite avec constance, c'est qu'on ne se trouve pas dans ce type d'hypothèse. Et envisager l'hypothèse, c'est accréditer l'hypothèse. Vous voyez, monsieur, qu'est-ce que vous ferez en cas de duel, je ne sais pas, Mélenchon-Marine Le Pen? Eh bien, excusez-moi de vous dire que je trouve l'hypothèse peu crédible et je n'ai pas envie, d'une manière ou d'une autre, d'accréditer cette hypothèse. Et donc, vous refusez de répondre. Non, vous ne voulez pas répondre. Je trouve que on n'a pas à se placer dans les hypothèses de questions que vous posez sous cette forme. C'est votre non-réponse. Raphaël. Alors au-delà du FN, il y a aussi le centre. Vous, en tant que patron du MoDem, vous êtes en train de vous rapprocher de l'UDI de Jean-Louis Borloo. Ou le contraire. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Chacun fait un pas. D'abord, est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction, après tout ce que vous avez dit sur Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, à vous rapprocher de quelqu'un qui a été l'un de ses principaux ministres pendant 3 ans? Il a même failli être son Premier ministre. Failli. Alors, revenons une seconde à ce que vous dites pour qu'on voit si ça tient. Hein. Vous n'ignorez pas que j'ai de très bonnes relations avec Alain Juppé. Hein, ça ne vous étonne pas. Ça ne vous étonne pas. Alain Juppé était ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Je ne considère pas qu'il y ait la moindre contamination des uns par les autres. Bon, il est désarkoïsé, quoi, Jean-Louis Borloo, c'est bon. Non, mais c'est pas ça la question. La question est que je n'ai, dans ma vie, eu qu'un plan politique. Pour que cette majorité nouvelle puisse apparaître et que la politique nouvelle puisse être faite, il faut qu'il y ait un centre en France, à condition que ce centre soit indépendant, sûr de ce qu'il pense. Et Jean-Louis Borloo
ayant quitté l'UMP et tous ceux qui l'entourent, disant Enfin, au fond maintenant... sans abandonner ses alliances avec Mais l'UMP. on a le droit d'avoir des alliances. On a le droit. La seule condition, c'est que les alliances ne soient pas automatiques, quelles que soient les décisions ou les orientations prises. Moi, je n'ai aucune difficulté à avoir des alliances avec la droite républicaine. C'est pour quand? On veut savoir maintenant. Ça va être mi-octobre. C'est fin octobre maintenant, se repousser. Pardonnez-moi, mais je trouve qu'il faut choisir les mots. Et bon, franchement, alors, entre Jean-Louis Borloo et moi, ce vocabulaire matrimonial ne me ressemble pas du tout. Non, mais le rapprochement, la construction d'une maison commune qui est nécessaire pour que les deux familles du centre puissent vivre et travailler ensemble, j'espère que c'est dans les 10 jours qui viennent. Dans les 10 jours, ça prendra quelle forme il y aura Vous verrez, on vous invitera, vous serez content, vous découvrirez. Comme ça vous permet de faire des hypothèses, d'imaginer ce qu'on pourrait faire, d'être surpris par la simplicité des choses. Donnez-nous un avant-goût, par exemple, sur les européennes. Comment est-ce que ça va se passer? Il y aura des listes communes, UDI, Modem? La première décision qui découle de cet accord ou de ce rapprochement, c'est évidemment qu'il y ait des listes communes entre les deux familles du centre. Et pour les municipales, ça va se passer comment? Parce que là, c'est un peu différent. Vous travaillez parfois avec l'UMP, parfois avec le PS. On est d'accord à peu près sur 90% des villes. Les 10%, c'est là où vous avez, vous, des alliances avec la gauche? Non, ça dépend. Ça dépend. Il y a des cas où nous avons des listes, nous, sur des communes, y compris qui nous appartiennent, et où l'UDI jusqu'à maintenant était dans une alliance avec l'UMP. Mais on peut discuter de ces reconfigurations. Mais vous conserverez des alliances à gauche pour les prochaines municipales? On peut citer des villes, Lille, Dijon. François Rebsamen veut vous garder auprès de lui. Jusqu'à maintenant n'a été décidée. Et donc, je vais vous dire les choses comme je le pense. Depuis longtemps, je pense que ce qui devrait gouverner les élections locales, c'est la personnalité des responsables locaux. Élections locales. Est-ce que l'UDI va l'entendre de cette oreille? On a des discussions, il y a des réglages, c'est tout à fait normal. À Paris, comment ça va se passer? Est-ce que Marielle de Sarnez va être sur une liste derrière Éric Cohen? Eh bien, vous lui poserez la question. Vous la voyez plus que nous, vous devez avoir la réponse. C'est vrai, moi j'ai quelques idées, mais je pense que ce que Marielle de Sarnez fait précisément dans la logique de sur quoi vous m'interrogez, c'est rassembler le centre pour qu'il pèse à Paris. Et après, je pense qu'elle envisage, y compris des rassemblements plus larges, mais c'est elle qui le dira, c'est pas moi. Est-ce que vous croyez inéluctable des accords à la base entre l'UMP et le Front National? Vous avez vu, ça correspond à l'attente, à la demande des sympathisants. Oui, je pense qu'il y a une pression très importante sur ce sujet. J'espère que l'UMP y résistera. D'ailleurs, pas seulement l'UMP, il peut y avoir ici ou là des tentations de ce genre. Moi, en tout cas, je recommanderais et je ferai tout ce que je peux pour qu'on n'y cède pas. Est-ce que UDI et Modem, vous irez jusqu'à présenter un candidat commun à la présidentielle? Je vous ai dit que la première décision qui découlait, c'était les européennes, et la deuxième qui découle... Non, vous voyez, il faut écouter. Le problème de votre vocation de journaliste, c'est que les questions, c'est important, mais... Je vous dis un secret, les réponses aussi. Alors, vous écoutez. Et donc, pour moi, je ne vous dis nullement chaque chose en son temps. Je vous dis que dans l'accord, il y aura forcément l'orientation de présenter un candidat le jour venu à l'élection présidentielle, bien qu'on ne sache pas qui. C'est pour vous éviter les obsessions. Bien qu'on ne sache pas qui. Mais une grande famille politique a vocation à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Vous soyez prêt à rempiler pour une quatrième fois? Je n'ai absolument pas ça dans ma ligne de mire. Ah bon? Vous êtes prêt à replonger quand même? Je vous répète. Non, pas dans votre ligne. Dans votre ligne de mire. Peut-être vous entendez pas. Si, mais je j'ai bien entendu. Crier. Alors dites-nous. Je ne veux pas crier, ça n'est pas dans ma ligne de mire. Avant les européennes, avant la présidentielle, il y a donc les municipales, et vous replongez, vous repartez au combat à Pau. Eh bien, là, vous pouvez nous le dire. Vous avez déjà entendu ma réponse, alors je vais la faire aussi calmement que possible. C'est l'affaire d'une ville, qui est la ville de Pau, qui se trouve on n'a pas le droit de le savoir. être la ville
dans laquelle j'ai passé ma vie, dans Oui. laquelle j'ai été grandi, dans laquelle mes enfants, ma famille Donc c'est une ville a qui eu vous sa est vie. chère, mais C'est ça vous empêche de nous dire que vous êtes y C'est une allé? ville qui m'intéresse profondément, dont je pense qu'elle va mal, et quand j'aurai à en parler, j'en parlerai à Pau, au Palois, D'accord, à Pau. très bien. Quand même, Raphaël, une petite question Ouais, quand est-ce même que, sur l'obstruction UMP localement. Non, mais du coup, l'UMP a fait comprendre qu'elle maintiendrait coûte que coûte une liste à Pau. Donc, en gros, ils veulent vous faire payer votre appel à voter Hollande au il y a deuxième tour. 6 ans. Vous vous Est-ce que c'est ça qui vous empêcherait d'y aller? Est-ce que vous vous souvenez qu'ils ont déjà Oui. fait ça il y a 6 ans et que ça n'était pas pour la raison du deuxième tour de 2012? Et donc, C'est de l'acharnement. Et donc, je suis à peu près certain que les esprits sur ce sujet doivent évoluer. Parce qu'autrement, ça voudrait dire que c'est la volonté de perdre cette ville, qui appartient au Parti socialiste, permettez-moi de vous le dire, depuis 42 ans. Ce qui fait tout de même un bail.